Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Téléglise. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale contre la peine de mort. Pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui 3 personnes qui s'engagent au quotidien dans ce combat. Madame Kathleen de Beukeleer, vous êtes responsable campagne et communication au sein de l'ACAT Suisse, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase qu'est-ce que c'est l'ACAT ? L'ACAT est une organisation de droits humains qui s'engage pour toutes les victimes de la torture et de la peine de mort, indépendamment de leur religion, de leur ethnie, de leur idéologie et de toute autre caractéristique, et indépendamment de leur délit. Monsieur Dominique Joris, bonjour. Vous travaillez également à ACAT Suisse en tant que juriste et également responsable des interventions. J'imagine que vous ne chômez pas. Actuellement, vous travaillez sur combien de dossiers ? Alors, c'est une très bonne question parce que, en l'état actuel, je crois que je n'arrive pas à vous dire sur combien de dossiers parce qu'on intervient sur beaucoup de différents dossiers à la fois. Ça peut être des dossiers pour lesquels on fait une intervention de quelques lignes par email. Ça peut être un dossier pour lequel on doit faire un rapport de quelques pages. Ça peut se passer sur une semaine, sur un jour, sur 3 mois. Et la diversité des actions est tellement grande que je n'arrive pas à vous citer un chiffre. Mais effectivement, on ne chôme pas. Zoéline Troyet, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Inmates Voices qui donne une voix aux condamnés à mort à travers des projets artistiques. Vous tournez avec vos projets, notamment en Suisse romande. Comment sont reçus ces projets par le public ? En général, les gens sont très touchés par la démarche, mais surtout par les mots, quand ils peuvent les comprendre. En général, les textes sont en anglais parce qu'ils nous viennent des prisons américaines. Et on a beaucoup de réactions de gens qui ne s'y attendaient pas forcément, parce qu'ils venaient pour voir un concert, parce qu'ils venaient pour voir une pièce, sans être liés forcément à la question de la peine de mort, et en fait ressortent avec une vraie réflexion sur le sujet, avec une confrontation qui n'était pas du tout prévue, et du coup c'est un biais qui amène souvent des prises de conscience par rapport à quelque chose qui ne nous concerne peut-être pas de très près, a priori en tant que Suisse. Avant d'entamer notre débat, je vous propose de retrouver le pasteur Mark Lauper à Stettlin, près de Berne. Depuis plus d'1 an, il entretient une correspondance avec un condamné à mort, enfermé depuis 25 ans dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Nicolas Meyer et Bastien Beuziger ont recueilli son témoignage. En tant que chrétien, je n'ai pas le choix, parce que la peine de mort est un scandale. Au niveau biblique, ça ne tient pas le coup. Même s'il y a peut-être des soi-disant chrétiens qui pensent pouvoir corroborer le fait de la peine de mort avec des textes bibliques, pour moi, ça ne joue pas. Actuellement, j'écris une lettre à Daniel Gwynn, incarcéré à la Death Row, alors couloir de la mort, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et je vois à quel point que c'est vraiment important pour ces personnes d'être en contact pour remarquer qu'on n'est pas oublié. Parce que 25 ans dans le couloir de la mort, c'est long, c'est la moitié de sa vie. Et pour moi, c'est comme une lutte personnelle. Moi, je suis convaincu et persuadé qu'on va le sortir de ce trou. Dear Daniel, thank you for your prayer and wishes. I'm in a good shape and I hope even you. By the way, how works your foot? Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir mis le feu en asile pour personnes sans abri. Et puis, suite à cet incendie, il y avait un mort. Il fallait avoir un coupable. Puis c'était lui. Mais aujourd'hui, il y a quand même plusieurs témoignages qui disent que c'est probablement faux. On s'écrit une fois par mois, disons une fois. Ça fait tous les 15 jours, il y a une lettre qui passe, soit de l'autre bord de l'Atlantique ou de l'Europe. Dans nos lettres, on parle à 2 différents niveaux, juridique et aussi personnel. Juridique pour reprendre la cause au niveau du tribunal et puis au niveau personnel, un peu du train-train quotidien. Alors ça peut être un état de santé, mais aussi des intérêts, le passe-temps, toutes sortes de choses. Des fois, j'hésite un peu je me dis, non de bleu, moi je peux faire n'importe quoi, puis lui, il n'a pas le choix.
Puis en même temps, il me dit, mais écoute, ça m'intéresse, c'est la vie. Ja, ich habe es geschrieben. Ich habe geschrieben vorlesen. Aber ich Leute nicht geschrieben. Ja. C'est vraiment une misère que ça existe encore ici sur notre terre, qu'il y a des personnes qu'on veut tuer à cause de quelque chose. Il faut toujours se battre contre ça et peut-être un jour on verra qu'il y a plusieurs de gens qui ne se taisent plus. C'est un scandale, cette peine de mort. C'est vraiment pas très intelligent de parler de la peine de mort, vu que la peine devrait donner la chance de corriger une fois le tir. Alors, si la peine de mort est exécutée, il n'y a plus rien à corriger. Et, personnellement, je suis persuadé de son innocence. Et je crois vraiment, fermement, qu'on va sortir de ce trou. Et il faudra l'accompagner après pour la vie en liberté, parce que un être humain qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison, c'est pas facile de trouver le bon pas, le bon chemin. Mais moi, je suis confiant. Kathleen de Beuclair, la correspondance avec les condamnés à mort fait partie des actions de la CAT au même titre que l'appel à la prière pour ces condamnés à mort. La dimension spirituelle est donc extrêmement importante pour la CAT. Oui, la dimension spirituelle, en effet, est une caractéristique assez particulière de la CAT. Ça permet, au-delà des chiffres, des témoignages, des faits, de réfléchir sur des notions comme la dignité humaine, le respect pour la vie, et ce, dans un contexte théologique. Puis la prière, pour la CAT, c'est une possibilité de s'engager, non seulement pour les victimes, mais aussi pour les bourreaux, pour qu'ils se rendent compte de leur erreur. Mais la prière n'est pas une condition pour s'engager. Donc, la CAT est ouverte pour tout le monde, aussi pour les gens qui ne croient pas, qui ne prient pas. Zoéline Troyet, les projets artistiques d'Inmates Voices naissent des mots échangés, des lettres échangées avec les condamnés à mort. En quoi cette correspondance a-t-elle un impact sur ces personnes enfermées ? Alors je dirais qu'il y a deux aspects. Déjà, pour les prisonniers, le fait que leurs mots, à un moment donné, puissent être mis en musique, puissent être vus sur une scène, ça leur donne comme une fenêtre sur le monde extérieur. Ils sont enfermés, ils n'ont pas droit à la parole, ils n'ont droit à rien. Et via notre association, on permet que leurs mots traversent les murs, traversent les choses, et puis même, grâce à la musique ou grâce aux éléments artistiques, ça leur donne une chair, ça leur donne une... C'est pas seulement un combat, par exemple, pour convaincre des gens contre la peine de mort, c'est d'humain à humain, et il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Et puis, à l'inverse, je dirais que pour des artistes, des jeunes artistes qui vivent dans nos pays, on a souvent besoin de trouver un sens à ce qu'on fait, de trouver quelque chose qui nous dépasse aussi à exprimer. Et le fait de recevoir ces mots, moi, c'est exactement ce qui m'a donné envie de participer à cette association. C'est tout d'un coup de se dire, mais c'est quelque chose de tellement important, tellement fort. Et puis du coup, ça inspire et ça permet que les projets, ils aient une vraie force. Et pas juste chanter pour chanter, faire de la musique pour faire de la musique parce que c'est joli. L'art a ça d'intéressant, que ça peut être j'ai pas envie d'utiliser le mot arme, mais un outil très puissant qui peut être neutre, qui peut ne pas juger ceux qui pensent pas comme nous et qui permet justement à des gens qui sont en dehors de ce sujet de venir là de manière douce, je dirais. Alors pour se faire une idée, je vous propose de voir et d'écouter la bande-annonce du dernier projet d'Inmates Voices, Swan Song, le chant du cygne.
Swan Song est un projet moderne. Vous mélangez rock alternatif, chant lyrique, paroles et dessins. Dans cet extrait, on a vu beaucoup d'images, on a entendu des sons, on a moins entendu les paroles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet ? Oui, alors en fait, c'est des extraits de lettres chaque fois qui ont été mis en musique et qui se déroulent en fonction des états d'esprit d'un prisonnier qui viendrait de recevoir sa sentence. Donc ça passe par un premier choc, et puis ensuite il y a le désespoir, la colère, ça passe par... et puis on arrive à la fin à l'acceptation. Et voilà, il y a tout un déroulement comme ça qui est un peu une espèce de dramaturgie. Et puis il y a 3 personnages, mais qui sont plutôt des instances, c'est pas des personnages avec un caractère, mais qui représentent quelque chose. Donc on a le condamné, la loi et l'art. Et en fait, c'est comme un dialogue entre ces 3 instances-là qui essaient de réfléchir sur le lien entre le fait de prendre conscience qu'on est mortel et le fait de créer. C'est un peu comme je disais avant, il y a quelque chose comme ça, le fait de prendre conscience qu'on va mourir, parce qu'en fait on est tous dans la même situation. Les prisonniers qui sont condamnés à mort le sont de manière dramatique, dans le sens où tout d'un coup c'est devant leurs yeux tout le temps, alors que nous on peut un petit peu comme ça faire comme si de rien. Mais finalement, comme les mots du philosophe Yankelevitch qu'on voit juste à la fin du teaser là, le fait de la création artistique viendrait de cette conscience-là. Et donc en fait, les prisonniers, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout accès à l'art par ailleurs, mais qui dans cette situation se mettent à écrire des poèmes, se mettent à faire des dessins, se mettent à composer des choses. Et en fait, c'est des choses qui sont belles, qui sont empreintes de sagesse, qui nous disent des choses à nous qui peuvent être très profondes et qui sont vraiment intéressantes à partager. Voilà, Swan Song, c'est ça, en gros. Je me tourne vers vous, Dominique Joris, pour revenir sur le reportage qu'on a vu au début de l'émission, qui nous plonge en fait dans une situation aux États-Unis. ACAT Suisse travaille sur les États-Unis avec les situations, les cas qui se passent, enfin ce qui se passe aux États-Unis. Quelle action vous menez aux États-Unis ? Alors, je dois vous dire que pour les actions aux États-Unis, les actions sont un peu limitées dans la mesure où on fait parfois des actions, des appels urgents pour tel ou tel détenu. Malheureusement, ces cas sont extrêmement compliqués au niveau juridique. La majorité de ces cas sont déjà allés quasi au bout de la procédure aux États-Unis avec beaucoup d'avocats, pour ceux qui peuvent se le permettre évidemment. Et nous, on a un impact limité aussi pour des raisons de ressources personnelles, de ressources de personnes ici en Suisse. Donc, l'action des lettres envoyées par les membres ou par d'autres personnes, c'est malheureusement un peu la seule action qu'on peut proposer à nos membres, mais qui, comme le disait le pasteur Lopère, a quand même un impact fort, non seulement pour les détenus eux-mêmes. Imaginez quelqu'un qui est 25 ans derrière les barreaux, et parfois même une partie de ses années en isolement, c'est-à-dire dans une cellule de quelques mètres carrés. Donc évidemment, pour ces personnes, d'avoir des contacts avec le monde extérieur est hyper important. Mais c'est aussi un impact sur nos membres, sur les personnes qui écrivent, parce que ça leur donne quelque chose de tangible. Le désavantage de nos actions générales, un appel urgent pour une personne dans n'importe quel pays, il y a rarement un résultat concret. C'est difficile à savoir. Peut-être que cette personne va être libérée plus tard, mais on ne sait jamais exactement si c'est grâce à nos lettres, grâce à nos actions. Et là, pour nos membres, pour les gens qui écrivent, d'avoir un contact direct avec la personne détenue, ça donne justement ce côté humain, ce côté tangible. Je ne dis pas que c'est un résultat, on ne parle pas de résultat, mais ça permet aux personnes de se rendre compte justement de l'action, et puis ça peut permettre aussi à des gens de s'engager plus loin. Ils se rendent compte quand même de l'importance d'une simple lettre. Et peut-être que ces gens, après, vont s'engager un peu plus loin pour l'ACAT ou pour d'autres associations. Alors, vous l'avez dit, aux États-Unis, la situation est compliquée. Est-ce que c'est pareil ailleurs ? Je pense notamment aux pays d'Afrique, dans lesquels vous êtes aussi actif. Alors, dans les pays d'Afrique, on a la chance qu'on a la présence de nombreuses ACAT nationales.
Donc l'ACAT est formée sous une fédération, mais chaque pays a, beaucoup de pays ont leur ACAT national, et en Afrique il y en a beaucoup. Il faut préciser que c'est tous des bénévoles, donc c'est des gens qui ont leur travail et le soir ou le week-end ils font des actions, ils interpellent les gouvernements, ils font des pétitions. Et puis c'est important pour nous d'être en contact régulier pour avoir des infos de terrain. Nos sources, pour les appels urgents par exemple, alors parfois on les prend en Amnesty ou d'autres grandes associations, mais on essaye toujours d'avoir des contacts sur le terrain, par exemple avec l'ACAT Togo dernièrement, et ces gens, nos collègues, nos partenaires, nous donnent des informations de première main. Et c'est ça qui donne aussi un peu la spécificité de l'ACAT, et puis d'avoir des informations fiables. Et avec ces contacts des pays eux-mêmes, je pense qu'on a un peu plus d'impact. Parce qu'on peut aussi participer à des pétitions qui sont faites dans le pays même, du lobbying ou du plaidoyer politique dans tel ou tel pays. Zoéline Troyet, il y a parfois des dossiers très lourds derrière les condamnés à mort, derrière ces humains. Comment est-ce que vous, personnellement, vous gérez la question des actes qui ont été commis, à la fois dans la correspondance que vous pouvez entretenir avec ces personnes, mais aussi dans la création de vos projets artistiques ? Notre but, c'est de se placer du point de vue de l'être et non du faire, je dirais, et définir une personne par une action qu'il a faite un jour dans sa vie, je trouve que c'est tellement réducteur, et une personne ne peut pas être résumée à ça. Et donc en fait, c'est, je dirais peut-être pas simple, mais pour moi c'est tellement évident de considérer la personne dans son entier, dans sa vie. Elle est née dans une situation, les circonstances l'ont amenée à un acte peut-être terrible, mais pour moi, ça vient toujours d'une souffrance, de quelque part. On peut toujours comprendre les choses, à moins des cas de psychose ou de choses comme ça, mais ça, c'est encore autre chose. Et dans les projets artistiques, je crois que c'est aussi ce qu'on essaye de faire passer, c'est de montrer qu'il y a des humains là derrière, et quels que soient leurs actes, il n'y a pas de justification possible pour la peine de mort, selon moi. Après, de nouveau, on essaye dans nos projets de ne pas être trop militant, de ne pas juger, de ne pas dire c'est mal, c'est bien, mais de dire voilà ce qui se passe, voilà ce que ces personnes vivent, comment est-ce que ça fait écho pour vous, comment est-ce que ça vous touche, est-ce que vous pouvez regarder ça en face ou est-ce que vous pensez peut-être qu'il faudrait aller dans un sens différent. Donc voilà, ces actes, on essaye de les mettre en retrait ou en tout cas de vraiment dézoomer. Alors, il y a le condamné à mort, on vient d'en parler, mais il n'y a pas que le condamné à mort. Il y a aussi les proches du condamné à mort. Et l'ACAT Suisse, cette année, axe sa campagne sur la question des enfants des condamnés à mort. Pourquoi ce thème-là, cette année ? En 1989, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant a été signée et puis ratifiée par la quasi-totalité des pays, sauf les États-Unis. Donc, et on constate aujourd'hui, 30 ans d'après, que beaucoup de droits des enfants qui ont un parent qui est condamné à mort ou qui est déjà exécuté sont violés. Donc il s'agit du droit d'entretenir des contacts avec le parent, le principe de non-discrimination. Donc souvent ces enfants sont discriminés, sont stigmatisés, sont exclus de la société, ce qui a pour conséquence aussi souvent qu'ils sont dans une telle détresse émotionnelle et aussi, qui sont plus capables d'apprendre, et aussi souvent ils sont exclus de l'école, ils n'ont plus le droit d'aller à l'école. En plus, le droit à la santé, donc la santé qui est un état de bien-être, non seulement physique, mais aussi mental et social. Donc il n'est plus possible de grandir sainement sous de telles conditions. En plus, il y a le droit d'information. Souvent, les proches d'un condamné à mort ne sont même pas informés, dans plusieurs pays, ils ne sont pas informés
de la date de l'exécution, ni d'où le condamné à mort a été, ou l'exécuté a été enterré. Et puis tout ça, ça constitue aussi une violation de l'interdiction de la torture. Alors justement, vous disiez, dans certains pays, les proches ne sont pas informés en fait de la date de la condamnation. Dans le cadre de la campagne, il y a le témoignage d'une jeune fille dont le père a été exécuté, condamné à mort, exécuté en 2016, si je ne m'abuse. C'était en Biélorussie. La Biélorussie, c'est le dernier pays d'Europe qui pratique encore la peine capitale. Dans ce cas-là, elle n'a pas été informée. Est-ce qu'il y a un moyen d'action? Je me tourne peut-être vers vous. Est-ce qu'il y a un moyen d'action sur ce territoire-là? Alors déjà, pour préciser, quand on est le dernier pays d'Europe, ça va même plus loin, parce que ça inclut la Russie, les pays de l'Asie centrale. Donc c'est vraiment le dernier pays de tout le continent élargi, pas seulement Europe au sens géographique du terme. Un moyen d'action, alors, pour donner l'exemple, on avait, pour la campagne du 10 octobre de l'année passée, on a fait une pétition au président Loukachenko en faveur de deux condamnés à mort. Cette pétition a récolté environ 3000 signatures que nos membres ont envoyées au président. Pour cela, les informations de terrain, on les a eues grâce à une ONG sur place, qui est mentionnée d'ailleurs dans le reportage d'Amnesty par rapport à la fille de cet autre détenu. Et d'ailleurs, dans ce reportage, le responsable de cette ONG prend parole. Et pour nous, c'était important d'avoir justement des informations de première main du terrain. Alors, donc ça, c'était notre action. Maintenant, l'impact dans le cas de la Biélorussie est aussi difficile parce que l'État a une culture du secret. Les détenus qui sont condamnés à mort, on vient les avertir quelques minutes avant de leur exécution. Les parents ne sont pas informés, les parents ne sont même pas informés de où le corps est enterré. Et donc même le processus de deuil est quasiment impossible pour les familles. Dans le cas de cette fille qui est mentionnée, ils doivent aller se recueillir devant le tombeau familial parce qu'ils ne savent pas où est enterré leur père. Et ensuite, ils font face, ces personnes font face à plein de rumeurs, des gens mal intentionnés qui vont leur dire « oui, votre père est enterré par-ci ou par-là ». À cause de cette culture du secret, de nouveau, l'impact, c'est difficile pour nous de juger. Et pour être franc, ces deux personnes pour lesquelles on a fait l'action, peut-être qu'ils ont été exécutés, on n'est même pas au courant. Mais l'ACAT, vous l'avez dit avant, les ACAT nationales sont constituées en fédération, la FIACAT. Oui. La FIACAT a un statut participatif au sein de l'ONU et consultatif au sein du Conseil de l'Europe. Est-ce que par ce biais-là, il y a des moyens d'action? Alors, parfois, on fait des actions communes où on demande à nos collègues de la FIACAT, qui ont une représentante à Genève, d'appuyer nos démarches. Par contre, la FIACAT n'intervient que dans les pays où il y a une ACAT présente. Mais effectivement, c'est une action possible. Alors, on ne le fait pas trop souvent parce que nos collègues sont aussi peu nombreux. La FIACAT, ils sont 7 ou 8 à Paris. Vous imaginez qu'ils sont assez débordés aussi, mais c'est une action possible, un levier possible. L'ACAT suisse est née en 1981. C'est l'année où la France a aboli la peine de mort. Donc on est en pleine période Robert Badinter. Des arguments qui ont fait écho en Suisse, chez les Suisses. Est-ce que aujourd'hui, les Suisses sont toujours aussi sensibles à la question de la peine de mort? Est-ce que du coup, au sein de l'ACAT, la relève est assurée? Alors je dirais que mon avis personnel, je pense, il me semble que la question de la peine de mort est plus en retrait actuellement que par rapport à la question de la torture. Parce qu'il me semble que la torture revient sur le devant de la scène et que malheureusement, il y a quand même une frange de la population, des gens qui se disent un peu plus favorables à la torture qu'auparavant, pour des raisons de sécurité nationale, toutes ces questions de terrorisme. Les gens ne sont pas forcément pour la torture, mais ils se disent c'est peut-être un mal nécessaire. Il me semble que cette question-là prend quand même le dessus par rapport à la question de la peine de mort.
Bon, peut-être parce qu'en Suisse, bon, la peine de mort a été abolie en 1942, mais seulement en 1992 dans le Code pénal militaire. Donc c'était quand même pas si... il n'y a pas si longtemps que ça. On est à quelques jours du 10 octobre, donc de la journée mondiale contre la peine de mort. Si vous aviez une chose à dire aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez ? Faites en sorte que d'ici quelques années, on n'aura plus de travail. Oui, de rester sensible, toujours de rester sensible aux éléments humains et de ne pas se laisser emporter par des médias qui vont essayer de faire peur, à juger sur des choses chocs et toujours de retourner à une sensibilité plus profonde, je dirais. Moi, je leur dirais de rester vigilants. Ensuite, je pense qu'on vit, pour la majorité d'entre nous, très bien. On ne connaît pas tous ces crimes et toutes ces conditions qu'il y a dans de nombreux pays. Mais voilà, le combat n'est jamais complètement gagné. Et puis, on avait remarqué, là je reviens sur l'initiative sur dite des juges étrangers, qu'au début de la campagne, de la contre-campagne faite par la société civile, pas mal de gens disaient « mais en Suisse, il n'y a pas vraiment de graves problèmes ». Alors que cette campagne concernait tous les droits humains qui pouvaient toucher n'importe qui en Suisse. Donc le message, c'est de rester vigilant. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous d'avoir suivi notre magazine. Je vous dis à très bientôt dans Telle Église.